Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, révéler les compétences cachées. On va en parler avec Clara Lévy, elle est dirigeante de MTH Coaching, elle est notre invitée. Le cercle RH, la prévention de la santé mentale en entreprise et d'une manière générale la santé mentale en entreprise. On en parle avec deux experts de ce sujet. Laïla Mamou, directrice de l'engagement citoyen du Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Et puis David Mahé, président de Syntec Conseil. Il est le fondateur de Stimulus, cabinet de conseil santé mentale, donc groupe TELUS. On fera le point avec eux sur ces enjeux et des chiffres alarmants. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un sujet qui concerne les PME, la difficulté des petites entreprises à se digitaliser. On en parlera dans quelques instants avec un expert de ce sujet. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment révéler des talents cachés? En un mot, et pour le dire à l'envers, certains talents sont dans l'ombre et ne se révèlent pas ou ne sont pas révélés. On en parle avec vous, Clara Lévy. Ravie de vous accueillir. Bonjour Clara, dirigeante de MTH Coaching. D'abord, commençons par peut-être une définition. Qu'est-ce qu'un talent invisible ? En fait, j'ai envie de dire que tout est dit dans le mot. C'est des personnes qui ont des talents et en particulier des compétences et qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne reconnaît pas à leur juste valeur. Et c'est un petit peu la métaphore du veilleur de nuit, celui qui est dans l'ombre, dans le silence, qui ne cherche pas la lumière, les félicitations. C'est pas forcément la personne qui va parler le plus fort. Et pourtant, c'est une personne qui a beaucoup d'importance dans l'entreprise, qui va par exemple, ça peut être quelqu'un qui va créer du lien, quelqu'un qui va rassembler. On peut penser par exemple, on a tous connu une jeune femme qui organise les pots de départ, qui fait les cagnottes, qui est toujours là quand il y a quelqu'un qui ne va pas. Qui crée ce lien en fait, qui crée cette espèce d'ambiance. Qui crée ce lien. Alors c'est un exemple, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'expertise, qui est rigoureux et qui apporte ça à l'entreprise, mais un petit peu de façon cachée. Et parfois, c'est aussi lié à des profils un peu plus atypiques, si on peut parler de profils typiques et atypiques, qui rentrent un peu moins dans les cases, dans le moule, et qui, du coup, passent sous les radars de l'entreprise. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des biais, il y a des blocages de part et d'autre. Qu'est-ce qui se passe qui fasse que ces personnes ne grandissent pas ou ne se révèlent pas? Parce que malgré tout, elles se révèlent quand elles organisent ces moments de partage. Mais elles ne grandissent pas dans l'entreprise. Alors, il y a des raisons déjà qui sont parfois personnelles. Elles n'ont pas envie d'être dans la lumière, elles ont envie d'être discrètes, elles n'aiment pas se mettre en avant. Parfois, elles ne savent pas aussi se mettre en avant et puis peut-être se mettre des freins toutes seules. Et puis, vous dites toutes seules, hein, il y a quand même le syndrome de l'imposteur chez les femmes. Alors, à la fois parce que je pensais aux personnes, mais c'est sûr qu'il y en a peut-être plus du côté des femmes. En tout cas, dès qu'on parle de légitimité et de syndrome de l'imposteur, il y a peut-être un peu plus un côté féminin, ça c'est vrai. Mais ça peut être aussi organisationnel, parce que finalement, des profils un peu plus atypiques, c'est aussi se dire, est-ce que c'est pas finalement la façon dont on les observe et dont on les évalue qui est trop étroite et qu'il faudrait finalement, qu'il faudrait élargir, revoir les codes et les processus d'évaluation, par exemple. Et ça peut être aussi, vous parliez de biais, on connaît un peu l'expression qui se ressemble s'assemble. Et finalement, notamment dans des grandes entreprises, on se retrouve avec un peu des profils de clones. Et tant qu'on est le clone, tout va bien. Et si on est un petit peu différent, ça devient plus compliqué d'exister. Et finalement, le talent invisible, c'est l'inverse de ceux qui brillent et qu'on voit et qu'on entend et qui prennent beaucoup de place. Et qui n'ont parfois pas forcément de talent d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, parce que c'est ce qu'on entend dans les entreprises. Il y a ceux qui font de la politique et puis ceux qui n'en font pas. Oui, il y a ceux qui font du bruit et qui font du bruit pour exister, et alors parfois à juste titre, et puis parfois c'est pas forcément effectivement mérité, mais l'entreprise a quand même pour habitude on voit ce qui est mesurable, ce qui se montre facilement, et donc c'est beaucoup plus facile de repérer quelqu'un qui a un profil dit visible, extraverti, que quelqu'un de discret.
Pour vous, vous dites que c'est crucial, voire même risqué de ne pas faire émerger ces talents. Pourquoi c'est crucial ? Parce qu'en fait, on passe à côté de pépites finalement. Et donc, c'est à la fois apporter beaucoup plus de richesse et de diversité dans l'entreprise, et puis aussi aider ces personnes qui ont plein de choses à apporter, les aider aussi à se révéler, à se mettre en avant. C'est pas forcément les mettre en pleine lumière, parce que c'est pas ce qu'elles recherchent, mais c'est qu'elles puissent apporter encore plus à l'entreprise et puis qu'elles puissent avoir plus de reconnaissance. Et même pour elles, c'est bénéfique aussi parce que elles ont tendance finalement, elles aussi, à se sentir illégitimes, oubliées. Donc, c'est leur redonner aussi confiance. Vous dites aussi que c'est important aussi ce lien de confiance. C'est quoi ? C'est des feedbacks, c'est des espaces de discussion informels. C'est pas être dans les cadres classiques de l'entretien annuel, par exemple, RH ? Oui, qui reste important, mais c'est aussi prendre le temps. Il y a beaucoup d'entreprises, même si c'est obligatoire, qui sont super en retard sur les entretiens professionnels. Donc, c'est prendre le temps de les faire, de les écouter sur leurs envies, sur leurs souhaits. C'est effectivement faire des feedbacks croisés un peu plus 360. Alors, dans certaines grosses entreprises, ça existe, mais il y a plein d'entreprises où ça ne se fait pas. Et parfois, ça va être le collègue qui va penser à dire du bien de la personne parce qu'il la côtoie au quotidien. Et ce n'est pas forcément son manager qui va voir toutes ses compétences. C'est aussi accompagner ces personnes-là à oser se mettre un peu plus en avant. Donc, ça peut passer par de la formation, par du coaching, les pousser, une sorte de marketing de soi, mais c'est aussi comment l'entreprise fait bouger ses codes, comment l'entreprise revoit ses critères d'évaluation. Et repère aussi ses personnalités. Voilà. Et donc peut-être aussi accompagner les managers en ce sens. Merci Clara Lévy. Et puis je voudrais qu'on présente votre livre. C'est important de le découvrir. Il est sorti chez Ellipse. Votre dernier livre, S'épanouir professionnellement, qui vient faire écho d'ailleurs au sujet qu'on évoque là sur le plateau. C'est votre livre. Il est sorti chez Ellipse. C'est votre deuxième livre ? Non, c'est le premier et qui a été coécrit avec Fabrice Mézières. Et c'est très intéressant de rendre hommage à votre co-auteur. Premier livre, et il y en aura d'autres. Merci. J'espère. Merci Clara d'être venue nous rendre visite. On s'intéresse à la santé mentale, qui est un enjeu aussi de préoccupation du coach que vous êtes, mais aussi de tous les DRH et des entreprises. Les chiffres sont alarmants. Beaucoup de jeunes sont impactés par des troubles psychologiques, des troubles psychiques, des jeunes, et pas seulement d'ailleurs. On en parle avec des experts, c'est le Cercle RH et c'est le débat de Smart Job. Le Cercle RH pour débattre d'un sujet dont tout le monde parle, la santé mentale des Français, des salariés, et donc de la santé mentale en entreprise. Comment faire ? Les DRH sont parfois un peu démunis. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Attendre les RPS, faire de la prévention en santé mentale à destination notamment des jeunes, puisqu'on parlera du Covid. Ils ont été très fortement impactés par ce Covid, par ce télétravail, par cet isolement. Deux invités, deux experts sont avec moi. Laïla Mamou, ravie de vous accueillir sur le plateau, directrice de l'engagement citoyen du Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Et à mes côtés, David Mahé, président de Syntec Conseil, fondateur de Stimulus, qui aujourd'hui appartient au groupe TELUS Health. Et vous êtes un spécialiste parce que Stimulus, c'est un outil au service des entreprises, avec des psychologues, avec une écoute et un accompagnement psychologique. Laïla, je voudrais vous poser la question d'abord à vous, parce que je sais qu'au-delà de vos activités professionnelles, c'est un sujet d'engagement pour vous, cette question de la santé mentale des jeunes, et qu'au-delà même du Covid, vous le portiez il y a déjà presque 20 ans. Pourquoi vous portez ce sujet et pourquoi pour vous c'est important ? D'abord, bonjour Arnaud, merci de m'avoir invité. Bonjour David. C'est un sujet que je porte depuis plus de 20 ans parce que je me dis, la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Et j'ai toujours, en parallèle de mes activités, fait du terrain parce qu'en fait, ça me permet de rester ancré dans la vraie vie et de savoir un peu ce qui se passe. Et la particularité, c'est de donner envie à mes collaborateurs, eux aussi, de donner de leur temps et d'aller comprendre ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut contribuer. Pourquoi les jeunes ? Parce que les jeunes ne sont pas tous égaux. Alors, je combats le déterminisme social à travers justement la fondation qu'on vient de créer. Et l'idée, c'est comment nous, entreprises, nous avons cette responsabilité d'aller aider là où on peut, d'aller inspirer ces jeunes. Et justement, ces jeunes ont besoin d'entendre des personnes qui ont réussi. Et quelqu'un qui a réussi, c'est pas un star. C'est juste quelqu'un qui a fait des études, qui a des revenus dignes et qui
qui croit en son avenir. Juste un mot, la santé mentale pour vous, ça englobe quoi? Parce Alors, que c'est un spectre très large. Quand on en parle aux experts, il y a une liberté de ton. Quand on en parle au RH, une sorte de blocage. On ne veut pas parler de santé mentale. C'est quoi la santé mentale? Alors, c'est vrai que le mot santé mentale, il fait peur, il est tabou en entreprise, mais en fait, il est très large. Il va concerner le stress, il va concerner les burn-out, les RPS, les risques psychosociaux. Il y a aussi toutes les maladies génétiques. Celles-là, on ne s'en occupe pas. Les troubles psychiques, psychologiques. Les psychiques, ça c'est... Ça démarre même de la perte de sommeil. Ça démarre de là. Ça démarre de la perte de sommeil, ça démarre du mal-être, ça démarre de l'addiction aux écrans. Aujourd'hui, nos enfants passent 4 à 5 heures par jour, donc forcément, ça les isole. Sans compter les enfants, les collaborateurs aussi. Absolument. Et j'ai même vu des entreprises qui interdisaient le téléphone portable d'entreprise. Un jour, ça arrivera. Voilà, on mettra le téléphone dans un petit casier, comme en Angleterre, et puis on travaillera, et puis on le récupérera pour faire sa pause. David Maï, je ne l'ai pas précisé, mais vous étiez sur le perron de l'Élysée hier pour présenter le baromètre de la compétitivité. Alors vous allez me dire, mais attendez, monsieur Ardouin, ce n'est pas du tout le sujet. Et pourtant, il y a un lien. Les chiffres, on a un chiffre, 45% des collaborateurs sont en détresse. On va le voir. Ça veut dire quand même qu'ils sont en détresse psychologique. Ces 45%, ce sont des gens qui produisent moins dans l'entreprise, qui sont soit, au pire, en arrêt maladie longue durée, soit à minima, totalement désengagés, un peu perdus dans l'entreprise. Ça a un impact quand même, cette santé mentale. Ça a évidemment un impact. Et quand on interroge les chefs d'entreprise, leur principale préoccupation, c'est quand même les questions liées aux équipes, à la santé mentale de leurs équipes, leur engagement, leur motivation, leur efficacité, leurs compétences, sur les questions de recrutement ou tout simplement des questions de management. Donc c'est un sujet qui est très important, à la fois pour la santé des gens, mais aussi pour l'efficacité de l'entreprise. Mais juste, vous êtes chef d'entreprise, comme Laïla, vous portez ce sujet depuis longtemps, vous n'avez pas attendu le Covid pour vous intéresser. En créant Stimulus, vous aviez fait le pari de dire il faut créer des outils, vous aviez anticipé ça. Patrick Légeron, qui est à l'origine même du projet Stimulus, a été un des premiers en France à s'intéresser au stress au travail. Et le stress au travail, à l'époque, très peu d'entreprises acceptaient même l'idée du stress au travail. Aujourd'hui, on a bien vu à la fois que c'est un facteur très important d'efficacité, qu'il y a des symptômes qui viennent ternir l'efficacité d'une équipe, le plaisir et l'engagement. Et à la fin, ça se traduit par des résultats qui peuvent être délétères dans l'entreprise. Donc concrètement, ce qui s'est développé toutes ces années, c'est pour ça que cette année, la santé mentale est devenue grande cause nationale en France, c'est qu'on a pris en compte le fait que la santé mentale était un élément clé de l'efficacité de nos organisations, que prévenir, encourager, développer de la compétence, soutien des salariés en difficulté, accepter des fragilités ou des vulnérabilités, ça fait partie intégrante de la responsabilité des dirigeants. Ça, c'est aussi nouveau. Auparavant, c'était plutôt la santé physique, mais aujourd'hui, le Code du travail impose la santé physique et psychologique du collaborateur, ce qui l'engage. Je reviens à vous parce que les chiffres que vous portez à travers la Fondation Ramsay, qui datent d'avril 2025, ils sont tout frais, tout chauds, ils sont très inquiétants. On a vu ce chiffre de 45%, 24% des lycéens ont eu des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois. Vous qui travaillez dans une banque, une éminente banque, on se dit, waouh, on va recevoir ces jeunes dans l'entreprise, on va les accueillir, on va les recruter. Il est effrayant ce chiffre quand même. Ouais. Il est effrayant et en même temps ça nous responsabilise et en même temps on fait beaucoup. Ce qui est important, et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet sur lequel je travaille déjà depuis 6 mois, l'entreprise fait énormément. Alors on ne nomme pas le mot santé mentale, mais ce qui est important, c'est il est traité. Alors beaucoup de choses existent, vous l'avez dit, les outils sont là, on commence même à les repérer, le nombre d'absences des jeunes, pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe chez les jeunes. Et donc, ce qui est important, c'est nous, en tant qu'entreprise, comment est-ce que nous allons recruter, accueillir et aider ces jeunes à évoluer. Nous les voyons en alternance. Je pense. C'est vrai. Dans les banques. Ouais. Beaucoup. Nous avons nous recrutons. Vous savez, nous sommes 185 000 dans le monde et 85 000 en France. Donc forcément, nous sommes un premier recruteur. Et le premier constat, c'est les alternants. Lorsque nous recevons des alternants, ils ont 20 ans, 21 ans. Voilà, je pense essentiellement à Mathieu qui est venu chez nous, qui arrive de l'ASE, qui n'a pas de famille, qui est isolé, qui avait vraiment des problèmes financiers. Et donc, de manière naturelle, l'entreprise s'est mobilisée pour payer ses loyers en retard,
pour lui payer ses études, pour lui mettre un psychologue à sa disposition. Et aujourd'hui, on a eu son bac. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que l'entreprise, c'est vraiment le lieu qui redonne l'espoir à ces jeunes, parce qu'on les voit arriver, ils sont dans l'isolement. Ils sont dans l'isolement soit réel, parce que seuls, soit parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ils sont face à leur écran. Et c'est intéressant d'entendre une entreprise qui s'inquiète à travers votre engagement et l'engagement de votre entreprise, qui s'inquiète de cette jeunesse qui n'est pas encore arrivée sur le marché du travail, parce que c'est de ça dont il est question. Exactement, et parmi les axes sur lesquels je travaille, c'est de dire, c'est pas un sujet que je porte toute seule, c'est un sujet qu'on fait porter par nos collaborateurs. On a un programme où on donne 5 jours de son temps par an, notre programme J'agis. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nos collaborateurs vont aller travailler avec une association qui va travailler sur la santé mentale, la Maison Perchée, par exemple, l'éloquence pour la différence, ou quand j'étais dans le jury, c'était quoi le sujet ? C'était une salariée, parce qu'elle était bipolaire, elle a dû s'arrêter pendant 1 an et demi. Qu'est-ce qu'elle est venue tester avec nous ? Eh bien, son discours de reprise de travail. Et ça c'est là où je dis que l'entreprise, elle fait peut-être pas assez, mais elle fait déjà beaucoup. Et c'est important d'en parler. Et là, en l'occurrence, elle ne traite pas des jeunes dans l'entreprise, qu'on comprenne bien l'enjeu. Elle va aussi s'intéresser en amont. Vous vous êtes intéressé, vous, je dirais plus à l'aval, par les outils, par TELUS Health. Est-ce que l'entreprise, et vous êtes le président de Syntec, est-ce que l'entreprise va assez loin ? Est-ce qu'elle doit aller au-delà ? Ou est-ce que sa mission s'arrête dans le cadre qu'elle s'est défini ? Parce qu'il y a tout un sujet, elle doit gérer le climat, elle doit gérer la santé, elle doit gérer... En fait, elle doit tout gérer, l'entreprise. Est-ce que c'est pas trop lui demander ? Alors, oui, c'est trop demander. Par contre, c'est aussi un principe de réalité, c'est qu'elle doit faire avec la situation. Ça, c'est vrai. Faire avec les gens qu'elle recrute, exact. avec les candidats qu'elle veut attirer, avec les seniors qu'il faut intégrer, avec des problèmes ici de harcèlement ou de non-santé, en quelque sorte. Donc, le premier point, c'est un principe de réalité. Deuxième point, il y a des questions de responsabilité juridique et légale. Et il n'y a aucun DRH qui n'est pas à son agenda un sujet de risque psychosocial ou d'agenda. Et puis enfin, il y a des sujets aussi d'organisation du travail. Dans une époque, et la période qu'on vit actuellement est un peu tendue dans les entreprises, où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, la productivité est plutôt faible. Il y a de l'angoisse aussi. Il y a de l'angoisse, et bien c'est important aussi qu'on puisse se poser quelle est la mission de l'entreprise, quelles sont les pratiques de management, quels sont les comportements professionnels qui produisent du bien-être et de l'efficacité, et à contrario, quels sont ces comportements qui ne sont pas OK pour la santé mentale. Je vous la pose à tous les deux la question, mais je vous la pose à vous directement. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin encore en matière de prévention ? On parle beaucoup de RPS, mais je dirais l'accident a eu lieu, il faut mettre la chignole dans la dent et il faut retirer la carie. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'éviter, de mieux se brosser les dents, d'éviter de manger du sucre, et on aura les dents plus saines ? Excusez-moi de la métaphore, mais c'est un peu de ça. Est-ce qu'on va assez loin sur ces enjeux de prévention ? Moi, je pense qu'il faut un petit peu de courage. Il faut un petit peu de courage à la fois pour montrer pourquoi on travaille. Donc c'est tout ce qui touche la mission de l'entreprise et l'utilité de chaque salarié dans cette mission de l'entreprise. Et ensuite assumer aussi le fait de mettre en place des conditions de travail. Concrètement, aujourd'hui, je prends le télétravail par exemple, ça a été présenté par beaucoup comme un grand progrès. Et en réalité, il y a aussi une perte de lien social. Qui a fait des dégâts, oui. Bien sûr, il y a aussi un travail sur écran tout le temps. Donc l'attention, elle baisse, la capacité d'apprentissage, elle baisse, la capacité de compagnonnage, de mentorat baisse. Donc c'est aussi ça aussi la responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire de questionner son organisation, son management et de proposer finalement une politique dans ce domaine. C'est ça une politique de RH. Dans les chiffres que vous nous proposez à travers cette fondation et à travers l'action que mène le Crédit Agricole et vous-même, on a des chiffres d'enfants qui à 96% entre 10 et 17 ans déclarent jouer régulièrement aux jeux vidéo, 20% y passent plus de 2 heures par jour et 4% d'entre eux ils sont accros au sens de la drogue comme une drogue. Ces enfants-là vont arriver en entreprise. Est-ce que c'est au rôle de l'entreprise de rééduquer ces jeunes qui sont partis sur le mauvais chemin, je dirais ? C'est compliqué pour l'entreprise. Elle doit produire, elle doit créer de la valeur. Est-ce que c'est bien sa mission ? Est-ce qu'on a le choix ? Eh oui. 80% c'est ce que des dit jeunes, David May. 80% des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans attendent que l'entreprise prenne soin de ses collaborateurs. Donc, quand vous voulez recruter des talents, quand vous êtes en recrutement, vous avez intérêt à amener des éléments de preuve. Donc, on n'a pas le choix. Ne pas le faire, c'est laisser des gens sur le carreau. Alors,
la bonne nouvelle, c'est que demander trop à l'entreprise, c'est parce qu'on lui fait confiance, parce qu'elle est agile, c'est vrai. parce qu'elle est maître de ses Ou qu'on fait moins confiance à la puissance publique. Voilà, je vous laisserai l'interpréter, mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on nous fait confiance, on fait confiance à notre responsabilité, et donc c'est OK si on attend de nous tout ça, mais juste pour ne pas donner de faux espoirs, comment est-ce qu'on l'organise? C'est pour ça que c'est important de le mettre au cœur de la stratégie. Il ne faut pas juste avoir des intentions, dire que nous sommes... Il faut agir. Il faut agir. Ouais, bien sûr. Et pour agir, il faut mesurer. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller monter des usines à gaz, mais tout ce dont on parle tout à l'heure, comment je repère en amont, les signaux c'est de faibles. la formation, c'est de l'information, c'est de mettre des relais. On est en train de recréer des bienveilleurs qu'on va mettre dans toutes les régions pour dire aux personnes, si vous avez un problème, voilà la personne à qui parler. Parce que quand on n'a pas de problème, tout va bien. Mais le jour où on a le problème, on ne sait pas à qui parler. Quand vous êtes dans une entreprise, il y a 10 000 collaborateurs, vous faites comment? Donc ça s'organise. Il nous reste très peu de temps, mais entreprise française, Stimulus, mais qui est aujourd'hui dans un groupe international. Les choses se passent comme ça au Canada ou ailleurs. On parle avec autant de difficultés de ces sujets où on est beaucoup plus libre dans ces pays anglo-saxons sur ces enjeux de santé mentale. Il y a des éléments de différence culturelle. Culturelle, dans le monde anglo-saxon, on considère en général qu'il faut outiller le salarié pour qu'il se débrouille. L'autonomie. L'autonomie, exactement. Et pas un management vertical qui surveille. Et on questionne peu l'organisation du travail et son impact sur la santé. En Europe, on a une approche plus sur l'organisation collective du travail et ça crée à la fois des solutions mais aussi des attentes beaucoup plus fortes vis-à-vis de l'entreprise. Donc effectivement, il y a des différences culturelles. Mais pour citer des exemples très concrets, on n'est pas obligé non plus dans les réunions d'avoir des gens qui sont branchés sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Le fait de débrancher un téléphone pour une réunion, c'est pas non plus... On retourne les téléphones, on ferme les écrans et on se parle. Et on se concentre. On se concentre. Voilà, quand on est que ce soit dans des équipes projets, dans des équipes de R&D, des équipes de production, etc., c'est important qu'on soit connecté et qu'on vive l'instant présent à fond. On va être en retard, Leïla Mamou, mais d'un mot, les collaborateurs qui consacrent 5 jours, parce que c'est une forme de mécénat de compétences, ils transfèrent leurs compétences vers des associations. Comment vous les retrouvez, vos collaborateurs? Ils sont épanouis, ils ont grandi eux aussi, parce qu'il y a un effet aussi de va-et-vient? Franchement, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais pour avoir fait du terrain et emmené avec moi mes équipes, quand ils reviennent, d'abord ça crée un sentiment de solidarité, ça transforme vraiment la culture de l'entreprise. Et la preuve, c'est que quand on fait une mission, le lendemain, on en réclame. Au début, il faut leur donner envie, mais une fois qu'ils ont goûté à ça, ils sentent combien ils sont utiles. Vous savez, vous rencontrez un jeune, vous lui parlez pendant 1 heure, vous le motivez, c'est pas énorme 1 heure pour nous, et pourtant pour le jeune, ça peut faire un déclic. Ça peut faire le déclic. Et quand un jeune ne va pas bien, c'est la société qui tangue. Donc l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Et comme disait d'ailleurs Patrick Martin ce matin à Entreprise et Progrès, sur le plan humain, l'entreprise ne fait jamais assez. Et je précise, Leïla Mamou, puisque vous me tendez la perche, que vous venez d'être élue là, c'est tout chaud, vice-présidente de l'association Entreprise et Progrès. Voilà. Je vous félicite. Merci à vous, David Mahé, d'être venu nous rendre visite. Allez voir le rapport, l'observatoire, le baromètre de la compétitivité dans un climat un peu complexe. Et peut-être que vous viendrez nous en reparler de Avec plaisir. Parce qu'il y a des vrais enjeux de débat. Est-ce que la France est toujours un pays aussi compétitif? Mais ce n'est pas le sujet du jour. Président de Syntec Conseil, fondateur de Stimulus et aujourd'hui qui appartient au groupe TELUS Health. Merci de nous avoir rendu visite et merci à vous, Leïla, directrice de l'engagement citoyen du Crédit Agricole Personnel Finance et Mobility. Merci à vous. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on parle des PME. Elles ont beaucoup de mal à se digitaliser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On en parle. Fenêtre sur l'emploi, les PME et leur relation à la digitalisation. Alors, c'est souvent un casse-tête pour les petites entreprises. Il faut investir. On ne sait pas par quel bout prendre le sujet. On va en parler tout de suite avec Jean-Eudes Yaou-Edéou. Vous êtes le CEO de Sickle. Exactement. Ravi de vous accueillir. Sickle était déjà venu sur notre plateau. D'abord, un petit mot sur Sickle. Qu'est-ce que fait exactement Sickle ? Effectivement, j'étais déjà venu il y a quelques années, au tout début de l'aventure. Exactement. Aujourd'hui, et je vous remercie de revenir. Je vous en prie, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, Sickle, c'est une solution de recrutement tout en un, justement destinée principalement TPE, PME. Même si historiquement, on fonctionnait avec les grands groupes, on a réussi à développer suffisamment la solution pour la rendre disponible pour les plus petites entreprises. Et qu'est-ce que Sickle va faire? Concrètement, ça agit sur 2 volets. Un, le sourcing, qui va automatiser grâce à l'intelligence artificielle, vraiment être capable de transformer concrètement les offres d'emploi des entreprises en publicité
visuels ciblés sur les réseaux sociaux et les sites web. Sur toute la palette des réseaux sociaux. Sur toute la palette des réseaux sociaux, mais également en dehors des plateformes fermées, donc sur les sites web, applications mobiles, à la télé, en audio, sur Spotify, etc. Et le deuxième volet, ça va être la préqualification justement des candidats qui vont, une fois qu'ils sont attirés dans notre CRM, CRM de recrutement, vont être analysés par l'IA pour faire ressortir des données sur leur analyse de personnalité. Et donc il y a un matching qui s'opère ? Et un matching, in fine, qui s'opère pour indiquer quelle est la meilleure opportunité pour le candidat ou le meilleur candidat pour l'opportunité. Donc vous êtes à la bonne place pour observer la difficulté des entreprises PME, puisque là vous êtes tourné vers elles, de digitaliser. C'est quoi ? Il y a un défi pour eux, c'est quoi ? C'est un peu l'Himalaya à gravir ? C'est le cas de le dire. On est quand même sur des entreprises qui représentent 99% du tissu économique et qui sont les moins digitalisées, notamment dans la fonction RH. Et ça amène des gros défis structurels, puisque le recrutement, c'est vraiment le moteur de toute entreprise, mais d'autant plus des PME. Jean-Eudes, quand on dit digitalisation, moi j'étais resté à l'ère numérique, mais on est déjà entré à l'ère de l'IA générative. Oui. Est-ce que vous introduisez cette notion-là, vous, quand vous parlez de digitaliser les PME ? Tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut plus parler normalement de digitalisation en entreprise sans parler d'intelligence artificielle. Ça va de pair, ou en tout cas, ça doit être de pair. On est quand même, quand on parle, nous, avec nos prospects et clients, sur des gestions de candidats qui se font encore sur Excel, voire sur Word. Même aucun logiciel mis en place, même pas... Donc ils reçoivent en fait des candidatures comme ça un peu sauvages, triées plus ou moins à la main, enfin, pour le dire un peu directement. On va dire ça. Ou pas triées, puisqu'en fait la réalité des PME, c'est qu'elles sont débordées parfois. C'est exactement ça. Il y a un problème de coût déjà, puisque les solutions, il y a une impression de solutions qui coûtent très cher, alors que non, elles sont devenues très accessibles ces dernières années, avec énormément de performance et de temps, vraiment un temps destiné à trier les candidatures qui est manquant. Un dernier mot, Jean-Eudes, quand même, sur l'enjeu des soft skills pour les éveiller, parce qu'on pense souvent et souvent les PME industrielles, un peu techniques, ne sont que sur les enjeux techniques de compétences. Vous dites qu'il y a aussi les enjeux soft skills, il y a aussi d'autres critères que les simples enjeux, je dirais, purement de compétences ou de diplôme. Exactement. Là, aujourd'hui, les entreprises doivent analyser grandement les soft skills pour donc, ce qu'on appelle les compétences douces. Ça veut dire tout ce qui va être au-delà de ce qui est indiqué sur le CV. Donc, c'est ce qu'on fait nous chez Sickle notamment, analyse de personnalité, on vient détecter des compétences de la motivation, la négociation, l'esprit. Puiser sur le CV en fait, puiser sur des éléments du CV. Ça dépend des technologies. Nous, on puise sur le CV, croisé avec notre base de données. Aujourd'hui, on a la plus grande base de données du marché, de données RH. Mais également, on vient absorber les données des réseaux sociaux qui sont données par le candidat quand il postule. Et ça, c'est l'algorithme, en fait. Et ça, c'est l'algorithme, notre intelligence artificielle, qui va analyser l'ensemble pour être capable de faire ressortir, par exemple, des prédictions de comportement. Voilà, aujourd'hui, on autorisé ça ou pas ? Tout à fait. Non, mais il y a un vrai débat. Ah, oui. Non, mais j'accable pas Sickle, mais il y a des sujets RH où on dit « Ah, ça l'est pas ». Il y a Act qui a fixé quelques règles. Donc ça, on peut avoir un criblage un peu du candidat. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment prendre les données que le candidat accepte de confier au moment où il postule. Et à partir de là, c'est croisé avec nos algorithmes qui vont être capables de faire ressortir ces données-là avec une belle fiabilité. Merci Jean-Eudes Yaou Edéou. Vous êtes le CEO de Sickle, cette entreprise donc, qui accompagne les PME et pas seulement d'ailleurs parce que vous accompagnez TPE. Aussi des TPE qui en ont grand besoin. Merci de nous avoir rendu visite, merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Romain à la réalisation, merci à Saïd au son et merci à Nicolas Juchat et merci à Alexis pour l'accueil invité dans l'équipe de programmation. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.